Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue aux 12h de ce 25 septembre. Voici les titres. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, annonce la promulgation prochaine d'un texte de loi relative à la lutte et la prévention contre la corruption. Une instruction du président de la République, selon Belkacem Zarmati, qui revient sur les chantiers engagés par son département. La révision constitutionnelle consacre le rôle de la société civile dans l'édification d'un état de droit. Le concept de la démocratie participatif, mis en avant hier à Tizi Ouzou par le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif. Et l'engagement de l'État à protéger la famille, une des dispositions du texte portant révision constitutionnelle. C'était le point d'ancrage hier des rencontres à Mostaganem du conseiller du président de la République chargé des associations religieuses. Et enfin, nous irons à la rencontre du doyen des dinandiers de la Casbah Al-Hajj Hashmi Ben Mira, peine à exercer ce métier qui se perd par manque de matières premières. Reportage dans cette édition. Bonjour à tous et bienvenue. Je vous le disais en titre, promulgation prochaine d'un texte de loi relative à la lutte et la prévention contre la corruption. Annonce hier depuis au rang du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, a affirmé que son département s'y attelle actuellement. Il s'agit là d'un des nombreux ateliers ouverts dans le secteur de la justice. Jazia Baïf. C'est à partir d'Oran que le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Belkacem Zarmati, a dévoilé l'approche de l'accomplissement de la stratégie nationale de lutte contre la corruption comme étant un nouveau mécanisme pour la récupération de l'argent dilapidé. Nous sommes dans la phase finale de l'étude de projet de loi concernant la révision des textes de loi, dont la loi 0601 concernant la lutte contre la corruption. Nous tenterons de trouver de nouveaux mécanismes pour prévenir contre ce fléau. Concernant le code pénal, il est impératif de revoir la nature des crimes et des peines requises. Il y a également une autre approche qui n'existait pas auparavant, qui est celle de mettre en place des mécanismes juridiques qui pourront nous permettre de récupérer l'argent dilapidé. Le ministre de la Justice a également déclaré que dans les 2 ou 3 prochaines semaines, une plateforme numérique réalisée avec le ministère de la Poste et des Télécommunications sera lancée. Lorsque nous parlons d'1 million d'habitants, cela illustre l'ampleur de la souffrance du citoyen de la ville d'Oran pour l'acquisition de ses droits juridiques. Alors, nous pouvons considérer que cette plateforme est un acquis dont nous sommes fiers. À noter que le secteur de la justice s'attelle actuellement à l'élaboration d'un texte de loi contre l'enlèvement devant être promulgué prochainement. Faire de la société civile un partenaire dans l'édification d'un état de droit, la volonté du président de la République consacrée dans la révision constitutionnelle. Et c'est dans cette optique que le conseiller du président de la République chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, Nazib Ramdan, sillonne le pays. Hier, il était à Tizi Ouzou. Il a rencontré des représentants du mouvement associatif local. Le concept d'une démocratie participative était au cœur des discussions. Amel Bouarba. Dans la wilaya de Tizi Ouzou, le conseiller auprès du président de la République, chargé du mouvement associatif et de la communauté nationale à l'étranger, a eu un échange fructueux avec les représentants de la société civile et des comités de village. Il a souligné que de nouveaux mécanismes vont être mis en place pour une meilleure organisation du mouvement associatif afin de lui permettre de s'impliquer pleinement et s'imposer en tant que partenaire des collectivités locales. L'encadrement des associations nécessite un accompagnement, une réhabilitation à travers la mise en place de mécanismes tels que prévus dans le projet de révision de la Constitution. Elle sera soumise à un référendum populaire le 1er novembre prochain, lors duquel le peuple donnera son avis en toute liberté et démocratie. Intervenant tour à tour, 42 représentants d'associations ont exposé leurs préoccupations et soumis leurs propositions, affichant leur pleine adhésion à une réelle démarche de démocratie participative. Aujourd'hui, si la société civile est associée comme partenaire dans la décision, c'est clair que ce sera quelque chose de nouveau, quelque chose de bien pour la société, pour les citoyens. Pour la première fois, la Constitution intègre la société civile et c'est une occasion unique à saisir pour aller, maintenant c'est légiféré, ça devient, une fois que la Constitution, je souhaite et je l'espère, qu'elle soit adoptée lors
du scrutin du 1er novembre, que le peuple algérien sorte en masse pour s'exprimer. À partir de là, il y aura des textes d'application et le citoyen aura son rôle, aura son mot à dire. J'espère qu'Inch'Allah, la nouvelle constitution nous donnera un espoir, une possibilité de participer activement à changer justement le devenir de l'Algérie. Le conseiller du président a mis en avant le rôle crucial de la société civile en tant que force de proposition, d'action, mais aussi de contrôle dans la lutte contre la corruption. Des points forts stipulés dans le projet de révision de la Constitution et salués par les intervenants. L'article 205 du projet final de la Constitution insiste notamment sur l'implication de la société civile dans la lutte contre la corruption, d'où la nécessité de former les représentants des associations pour mener à bien leur mission de contrôle. C'est pourquoi une journée d'études consacrée à cette question est prévue le 5 octobre prochain. Le conseiller du président s'est félicité de cette première rencontre de concertation avec la société civile de Tizi Ouzou qui illustre une grande prise de conscience et l'engagement du mouvement associatif et des comités de village à contribuer à l'édification de l'Algérie nouvelle et la préservation de l'unité nationale. Et autre disposition du texte portant révision constitutionnelle, l'engagement de l'État à protéger la famille. C'était le point d'ancrage hier des rencontres à Mostaganem entre le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses. Aïssa Belakhdar s'est réuni avec des représentants de Zawiya, d'écoles coraniques, d'associations religieuses et des imams à la Maison de la Culture, Ould Abdelrahman Kaki. Raouf Hamouch. Le conseiller du président de la République chargé des associations religieuses a souligné à Mostaganem que le document du projet de révision de la Constitution garantit l'engagement de l'État à protéger la famille, la considérant comme pilier de la société. Nous devons aller de l'avant et en finir avec les polémiques. L'année 2019 a été marquée par de nombreuses crises, notamment par des mouvements de protestation, mais a aussi connu une cohésion sociale formidable entre les différentes franges de la société afin de s'engager sur un même but, ce qui nous a conduit à une élection présidentielle intègre et transparente. Aujourd'hui, tout le monde doit apporter sa pierre à l'édifice. Cette rencontre a permis par ailleurs au conseiller du président de la République de s'enquérir des préoccupations soulevées par les imams, chouyours de Zawiya et hommes de culte, allant dans le sens de certains textes de loi en lien avec le secteur des affaires religieuses, notamment la réhabilitation de l'imam et l'amélioration de sa situation socio-professionnelle. Que Dieu m'en soit témoin, monsieur le conseiller. Les apprenants des écoles coraniques et des Zawiya manquent cruellement de moyens. Et c'est dans ce cadre-là que nous demandons au président de la République de prendre en charge cette catégorie. Nous souhaitons un retour rapide pour les imams algériens en tribune et dans le seul but de transmettre notre message, car nous avons compris ce que veut le président de la République pour l'édification de la nouvelle Algérie. Et en marge de cette rencontre avec les représentants de Zawiya à Mostaganem, Aïssa Belakhdar a visité la Zawiya de Bentikouk de la commune de Bouguerat, où il s'est enquis des préoccupations des chouyours de cette Zawiya. Économie boostée, les relations algéro-mauritaniennes, notamment via une meilleure exploitation du poste de passage Ben Boulaïd à Tindouf, l'objet de la rencontre hier au Palais des Expositions Safex. Les opérations économiques présentes sont revenues sur les difficultés rencontrées dans l'exportation de leurs produits. L'Algérie compte faire de la Mauritanie un point de passage vers d'autres pays africains. Medjid Ben Krassi. Des échanges commerciaux entre les deux pays qui se sont limités au plus haut de leur niveau à 50 millions de dollars seulement. Un chiffre qui remonte à 2017. Pourtant, le potentiel existe bel et bien. Aujourd'hui, l'heure est à l'évaluation en vue de redynamiser le partenariat entre Alger et Nouakchott. Les pouvoirs publics sont décidés à s'impliquer encore plus. C'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour écouter l'ensemble des opérateurs économiques qui ont effectivement réalisé des opérations d'exportation vers ce pays. On va les écouter et je sais pertinemment qu'ils vont dire des bonnes choses. C'est pour ça que je suis très
optimiste pour la reprise. Donc nous y croyons parce que le premier responsable du pays s'implique. Il a même été jusqu'à fixer un seuil de 5 milliards de dollars. Il a parlé des problèmes que nous avons nous-mêmes sériés et cités. La réglementation d'échange, ça a été un point focal pour nous parce que c'était le principal obstacle au développement des exportations. Les problèmes des banques et du rapatriement des avoirs des opérateurs économiques, voilà un problème soulevé à chaque fois par les exportateurs. Mais pas seulement, d'autres problèmes subsistent. 2 années, on est présent en Mauritanie, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup d'aléas. Le plus gros frein, pour pouvoir augmenter le volume, aujourd'hui, il n'y a pas d'accord bilatéral entre l'Algérie et la Mauritanie. Aujourd'hui, les opérateurs économiques se trouvent dans une grande difficulté, c'est de payer des droits et taxes qui sont près de 40%. Et à un certain moment, on devient plus compétitif sur le marché mauritanien. Il y a beaucoup de choses à faire, et surtout à Kenya, Côte d'Ivoire, et Nigeria et au Mali aussi. Il ne faut pas oublier. La Mauritanie aussi. Il y a beaucoup de choses à faire, surtout pour l'exportation des légumes et surtout l'agroalimentaire. Des produits algériens très appréciés en Mauritanie, et c'est ce qui a permis d'expédier vers ce pays voisin plus de 800 tonnes de produits divers en janvier 2019 à travers le poste frontalier Mustapha Ben Boulaïd de Tindouf. Inauguration hier d'un laboratoire d'innovation industrielle à Oued-Smar par le ministre de l'Industrie. Le Fab Lab est dédié aux jeunes porteurs de projets. Ils pourront y développer leurs idées et intégrer leurs produits dans l'industrie nationale. Bedia Amardi. Le Fab Lab déroule le tapis rouge aux petites et moyennes entreprises algériennes. Ce laboratoire d'innovation industrielle permet à des jeunes innovateurs et porteurs de projets de développer leurs idées et d'intégrer pleinement le secteur industriel national via des produits innovants. C'est le cas pour l'entreprise de Youssef, dont le taux d'intégration est de 30%. Le cœur de métier, c'est exactement ça, c'est le carrossage de véhicules industriels. Donc on transforme des camions, des fourgons, afin qu'ils permettent à certains de faire le métier. Par exemple, pour les ambulanciers, on fait des ambulances. Pour tout ce qui est nacelle, tout ce qui est travaux en hauteur, les lagages par exemple, l'éclairage, nous avons la nacelle. Alors ça dépend des produits. Il y a des produits, comme par exemple la nacelle qui est derrière moi, elle est autour de 30% pour l'instant. On peut faire mieux, mais pour l'instant, on peut aller jusqu'à 50%, surtout avec Alrim, avec le partenariat avec Alrim. On pourrait arriver jusqu'à 50%. Il y a d'autres produits, comme par exemple on est en train de développer une benne tasseuse, donc ça veut dire un camion poubelle. Et le taux d'intégration, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il arrive jusqu'à 100%. La société de Imen est encore à ses premiers balbutiements. Elle ambitionne de réussir et de se faire une place dans le marché de l'acier. Ce qui importe les micro-entreprises comme moi, d'abord, c'est l'accès au marché public, ce qui était très très difficile avant pour les petites entreprises, pour des raisons de finances, pour des raisons de qualification et d'expérience aussi. Donc être sous la tutelle d'une entreprise d'une telle envergure comme Alrim, c'est très très important. Donc. Pour cet ingénieur en électronique qui s'est spécialisé dans le domaine paramédical et parapharmaceutique, son objectif, produire des fauteuils roulants 100% algériens. Alors Innovalogie est une entreprise de recherche et développement qui s'est spécialisée dans le domaine du paramédical et parapharmaceutique. Nous sommes des producteurs. Donc essentiellement, nous sommes en train de produire en ce moment même des fauteuils roulants électriques. Ces derniers sont adaptés au marché algérien et surtout sont certifiés et normalisés en Europe. Le fait d'avoir rejoint ce qu'on appelle le Fab Lab est une très grande opportunité pour nous car de une, nous avons accès à une usine ou alors un parc machine très important. Ce laboratoire de fabrication est un espace destiné à aider et à encadrer des futurs chefs d'entreprise dans l'incubation et l'accélération de leurs activités et projets. On a mis à la disposition des petites entreprises un espace pédagogique de 700 mètres carrés pour leur permettre le développement de leurs produits qui tournent autour du champ d'activité de l'entreprise. En plus, on a mis à leur disposition tout un hangar de 5000 mètres carrés pour le déploiement de leurs projets, le prototypage, la concrétisation de leurs projets. Le groupe Emetal est la première entreprise à participer au Fab Lab, une première en Algérie qui offre un espace de networking et de fabrication pour les petites et moyennes entreprises algériennes.
Situation sanitaire à présent, 179 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 116 guérisons et 5 décès enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamal Fourar, le porte-parole du comité. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants. 179 nouveaux cas, 118 nouvelles hospitalisations, 116 patients guéris, 27 patients en soins intensifs et 5 décédés. Pour ce qui est des cas confirmés, avec la notification de 179 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 23 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 20 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 5 wilayas seulement ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons eu 5 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est de nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 118 patients. Les patients guéris à ce jour, selon le protocole thérapeutique, à ce jour, leur nombre est de 35 544, dont 116 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Les patients actuellement en soins intensifs, nous avons 27 patients hospitalisés au niveau des soins intensifs au niveau national. Et pour terminer, nous rappelons toujours nos concitoyens pour rester vigilants, de respecter les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Et sachez que dans le monde, près de 32 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de la pandémie de coronavirus et au moins 978 000 morts ont été enregistrés. Les États-Unis restent en tête des pays les plus touchés, suivis par le Brésil et l'Inde. Au Mali, le président de la transition Bandaou doit prêter serment aujourd'hui. Cette investiture est censée marquer le début d'une période de transition préparant des élections générales et le retour des civils à la tête du pays. Hier, Bandaou a fait sa première apparition depuis sa nomination à l'occasion d'une rencontre avec le médiateur de la CEDEAO. Retour dans le pays et sport, la sélection nationale de lutte libre poursuit sa préparation et cette fois c'est au nouveau centre dédié aux équipes nationales à Fouka. La sélection vise le tournoi qualificatif aux Jeux Olympiques. Sid Ahmed Bouraïb. Les lutteurs algériens poursuivent leur préparation en vue des prochaines échéances qualificatives aux Jeux Olympiques. Ce centre est un acquis pour le sport algérien et surtout pour la lutte. Tous les moyens sont à disposition. Nous, lutteurs, avons besoin de grandes surfaces tapissées qui sont disponibles ici. Personnellement, je me plais beaucoup ici. Cette salle elle est magnifique pour les préparations. Et Inch'Allah, on espère pour une bon résultat pour la qualification vers les Jeux Olympiques. La volonté et l'envie de réussir étaient palpables sur le visage de nos lutteurs. Après 6 mois, nous retrouvons enfin le chemin des entraînements. La reprise s'est très bien passée. Après 10 jours à Tekjda consacrés à la préparation physique, nous nous concentrons actuellement sur le volet technique. Notre but reste la qualification aux Jeux Olympiques. Le grand but, c'est pour qualifier aux Jeux Olympiques, Inch'Allah. Les lutteurs affichent un grand optimisme et espèrent la qualification du plus grand nombre possible aux Jeux Olympiques. Nous avons de grandes chances de nous qualifier aux Jeux Olympiques. Nous allons nous donner à fond. Nous espérons faire bonne figure au Maroc. Ce ne sera pas facile, mais nous nous préparons d'arrache-pied. Le tournoi qualificatif prévu en avril a été reporté pour cause de pandémie et se tiendra au Maroc en 2021. Football et les clubs ont repris les entraînements dimanche dernier. C'est le cas pour le CS Constantine. Ismaël Belkaïdi a assisté aux premières séances d'entraînement. Reportage. À l'instar des autres clubs du championnat, c'est une reprise des entraînements qui est un peu particulière pour le CS Constantine qui était à l'arrêt depuis 6 mois à cause du coronavirus, ce qui a obligé l'équipe à suivre un protocole sanitaire particulier.
من جميع النواحي سواء au niveau de l'ophtalmo, dentiste, cardiologue يعني الدوسي ميديكال كومبلي باش حتى كي نبداو تدريبات ما نبقاوش ربما كل يوم نديو في لعاب المكان معين. الحمد لله يعني لي تيست خرجوا نيجاتيف يعني ما كانش حتى كا بوزيتيف. Cette intersaison n'a pas dérogé à la règle du club avec plus de 10 joueurs recrutés pour autant de joueurs partis. C'est vrai que c'est une mauvaise habitude au CSC puisque chaque intersaison, il y a 7 à 8 joueurs qui partent et donc autant qui arrivent en renfort. Mais j'espère qu'à l'avenir, nous ne ferons pas autant de changements pour gagner en stabilité et en cohésion. Pour ce qui est des joueurs qui ont été recrutés, ils répondent à des critères comme le jeune âge, 23 à 24 ans, et en plus, une petite expérience de jeu en Ligue 1, puisque la majorité ont joué en Ligue 1, à l'exception de 3 joueurs, puisque Amaran vient du CAB, Moqaddem et Mamri viennent du Wab Boufarik, mais sinon, eh bien, les autres ont autant de qualité pour évoluer en Ligue 1. Les nouvelles recrues ne manquent pas de motivation en dépit de leur jeune âge. J'ai choisi le CSC et c'est un choix du cœur. Et je me sens à l'aise en espérant donner le plus attendu. Moi, j'ai toujours eu envie de jouer au CSC, surtout avec la réputation de sa galerie. Grâce à une préparation entamée 2 mois avant l'entame de la compétition, le CSC compte faire une grande saison. Direction la Casbah d'Alger à la rencontre du doyen des Dinandiers et peut-être l'un des derniers. Par manque de matières premières, El Hadj Hachmi Ben Mira peine à exercer ce métier qui se perd. Reportage de Jazia Bayou. C'est au cœur de la basse Casbah que nous retrouvons Hadj Hachmi Ben Mira, le plus ancien Dinandier d'El Mahrousa, celui qui a fait de son métier une vraie passion. C'est un métier اللي تعلمته على الأستاذ سي محمد زولو en 1958. J'ai commencé ce métier jusqu'à présent. J'ai aimé ce métier, je n'aime pas, je ne fais pas ce métier, c'est normal. Transmis de père en fils, ce savoir-faire artisanal qu'il a acquis depuis 1958 lui a permis de réaliser de belles pièces en cuivre. Malgré sa volonté à faire perdurer cet art ancestral, l'artisan chevronné se plaint d'un manque flagrant de matières premières. Le cuivre, élément essentiel pour la réalisation de ses chefs-d'œuvre. Pas la matière première, ça manque. Et avant, vous la ramenez d'où la matière? La SNS. Maintenant, il n'y a plus de traitement. Je ne sais pas. La matière première, il n'y en a pas. J'achète le cuivre en D, j'ai des plaques, des petites plaques, comme ça, ça dépend. Et je travaille avec le cuivre que je trouve. L'amour de cet artisan pour son métier lui a valu la reconnaissance de nombre d'associations et d'institutions nationales et même étrangères, à savoir l'UNESCO qui lui a remis une attestation de reconnaissance pour ses efforts de préservation d'un patrimoine ancestral. Un patrimoine que l'artisan a tenu à transmettre à la jeune génération. J'ai appris plus de 27 personnes. Formation? Hein? Vous avez fait la formation? La formation ici, plus de 27 personnes. Ouais. Qui ont actuellement leur propre magasin? Leur propre magasin, il y en a qui travaillent chez des patrons. Malgré son âge avancé et ses problèmes de santé, le doyen des maîtres Dinandier tient à maintenir les portes de ce petit musée artisanal ouvertes pour faire briller encore ce joyau patrimonial. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et y réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.